Merci Clément du coup de m'accorder cette interview, c'est vraiment chouette de ta part. Je Euh, t'en prie, avec plaisir. Première question du coup que je voulais te poser, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu fais concrètement aujourd'hui là toi dans la vie? Alors, c'est toujours la question qui fâche entre guillemets parce que j'ai pas mal d'activités et j'ai fait beaucoup de choses et qui n'est pas forcément toujours en rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, mon activité principale, c'est du coaching autour de la nutrition, de la santé. Je fais des vidéos sur YouTube autour de ça, je coach des gens en individuel et j'ai aussi quelques programmes que je fais en ligne, etc. Donc ça, c'est le cœur de mon activité. J'ai une autre activité qui me prend aussi pas mal de temps, qui est du e-commerce, un e-commerce que j'avais lancé il y a quelques années. Rien à voir avec la santé et la nutrition, mais voilà. D'accord. Et sinon, je fais aussi un petit peu d'immobilier, mais tout ça, je peux le piloter en fait en ligne, à distance, et le reste du temps, je voyage et j'explore un petit peu. Ok, génial. Et du coup, je suppose que si tu es t'es coach en nutrition et que tu t'intéresses à tout ça, c'est quelque chose qui est important pour toi et ça m'intéresse du coup de savoir, je sais pas, qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce qui t'a amené à arriver là en fait et pourquoi aujourd'hui tu aides les gens sur la partie nutrition justement. Ouais, carrément. En fait, je pense que c'est le cas de beaucoup de, tu pourras confirmer, je pense que c'est le cas de beaucoup de coachs. Euh, Tu commences à t'intéresser énormément à ce domaine parce que toi, tu as une frustration personnelle et tu veux apprendre avant tout pour toi, hein. Ça part d'une démarche très égoïste au début, Ouais. qui est de bah, j'aime pas mon corps. Ouais. Il n'y a pas de raison que ce soit une fatalité. Je pense qu'il doit y avoir des informations quelque part à l'extérieur qui vont me permettre d'améliorer cette partie-là de moi. Et donc j'ai commencé avec ce constat-là bon, expression un petit peu dure, mais la fameuse expression du corps de lâche, voilà, t'aimes pas, vraiment j'étais dur avec moi-même et je me disais ok, j'aime pas mon corps, pour moi j'ai un corps de lâche, faut que je prenne du muscle, il faut que je perde du gras, j'avais le côté un peu skinny fat, etc. Euh, c'est-à-dire peu de masse musculaire et pas mal de masse grasse. Donc en fait tant que t'es habillé ça se voit pas, mais bon voilà, dès que tu sors le t-shirt, dès que tu retires le t-shirt c'est compliqué. Et j'ai commencé à en me renseignant à un monde qui a commencé à m'intéresser, mais de ouf, sur les subtilités autour de la nutrition, sur le sport, sur l'auto-expérimentation aussi. Ça, j'ai commencé à adorer, à juste faire des expériences sur moi-même et apprendre à connaître mon propre corps. Et j'ai mis vraiment du temps à commencer à voir t'as une expression en anglais qui dit special snowflake, tu sais, l'exception à la règle, littéralement, c'est le flocon de neige différent des autres, pour qui les lois de la thermodynamique ne s'appliquent pas et du coup, Ouais. tu peux pas perdre de poids, tu peux pas, etc. Et au final, bah, j'ai appris que si, j'ai appris à faire face à, j'ai des gros soucis d'appétit dans la mesure où j'ai vraiment un appétit illimité, et c'est quelque chose que je dis pas mal dans mon contenu, etc. Mais j'ai vraiment un appétit qui n'a aucune limite. Et j'ai cette réputation aussi autour de moi d'être le mec qui finit les assiettes. J'ai littéralement un portefeuille chez moi avec facochère gravé dessus parce que c'est un surnom de quelques potes parce que je suis le mec voilà, qui bouffe beaucoup. Et donc ça a toujours été dur pour moi de maintenir une bonne composition corporelle, etc. En gérant mon appétit. Donc je me suis beaucoup renseigné là-dessus, j'ai beaucoup appris là-dessus. Et j'ai commencé ensuite à le faire avec les autres, à faire du contenu autour de ça. J'ai commencé à coacher des gens, j'ai commencé à avoir des résultats avec les gens. Et en fait, t'as tellement l'impression, enfin, la satisfaction est tellement incroyable de contribuer à la transformation de certaines personnes, d'avoir ce travail d'équipe avec des gens que tu deviens vite accro, quoi. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis. Et j'avais fait la formation Bayesian, du coup, en Ouais. parallèle du lancement de mon activité, euh, pour améliorer mes connaissances en nutrition, en entraînement. Mes grosses lacunes, c'était plus sur la partie aussi entraînement, que là, j'ai beaucoup amélioré, voilà. Ok, génial. En tout cas, ça fait. Un peu long, désolé. Non, 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 mais en tout cas, du coup, moi, ça fait beaucoup de sens et ça fait beaucoup écho aussi à ce que tu viens de dire là, à ce que j'ai pu vivre et aussi les drives que j'ai aujourd'hui à faire ce que je fais. Donc, ouais, non, ça fait beaucoup de sens. Merci pour ton partage. En Euh, vrai. et du coup, ça m'amène à une autre question. Aujourd'hui, euh, les gens, pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir concrètement? J'imagine que c'est du coup par rapport à la perte de poids, par rapport à tout ça. Mais c'est quoi le problème derrière le problème en fait? Pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est une vraie question, ça.
Ça, c'est une vraie question. Au début, je t'avoue que j'étais vraiment dans l'approche purement juste nutrition, santé, etc. Parce Mhm. que quand j'ai commencé à prendre soin de mon hygiène de vie, mon alimentation, euh, on va pas se mentir, c'est vraiment le jour et la nuit. Comment tu te sens au quotidien, ta productivité, la qualité de ton sommeil. Euh, Ça te rend vraiment plus heureux, quoi. C'est littéralement, ça te rend vraiment plus heureux. Le truc, c'est que quand tu dis à quelqu'un, salut, ton alimentation n'est pas optimale, je vais t'apprendre à avoir une alimentation optimale pour te sentir mieux. Comme l'être humain n'a pas conscience des valeurs absolues, mais plus des nuances, en fait, de la même manière que tu ne seras pas capable de peser un truc avec ta main et dire ça fait 2 kilos. Par contre, tu es vachement capable de prendre un truc différent dans chaque main et dire ça, c'est plus lourd que ça. Ouais, Pareil pour les températures, pareil pour. En fait, l'être humain, il voit les nuances. Et donc, quand tu n'as jamais goûté à cet état de OK, je suis vraiment bien dans mon hygiène de vie, etc., et je me sens vraiment bien au quotidien, tu sais pas que tu es dans le mauvais, entre guillemets. Tu sais pas que ton hygiène de vie est pas optimale. Et le problème, du coup, c'est que voilà, dire à quelqu'un, salut, on va changer ton hygiène de vie pour te sentir mieux, pour lui, c'est pas palpable. Donc, ouais, la réalité des choses, elle est que souvent, ce qui frustre les gens, c'est bah, j'ai pas d'abdos, ouais, je suis pas content de l'aspect esthétique de mon corps, parce que ça, c'est une douleur qui est beaucoup plus immédiate ouais, euh, et beaucoup plus urgente dans leur tête. Du coup, en fait, au final, la stratégie, c'est de dire, bah oui, en fait, ça va de pair. Quand tu prends soin de ton corps, etc., bah, tu as la transformation physique qui va avec. Donc, quelque part, toi, tu vends la transformation physique et ouais, au passage, tu le fais avec, pas juste en affamant les gens, mais juste avec une approche qui leur permet vraiment de prendre soin d'eux, prendre soin de leur nutrition, prendre soin de leur sommeil, prendre soin de leur hygiène de vie. Hmm. Et rapidement, en fait, ils se rendent compte que bah, ils se sentent mieux au quotidien, que même leur rapport aux autres est pas le même, parce que bah, ça joue sur le système hormonal, ça joue sur la libido, ça joue sur, enfin, tu vois, tellement de facteurs, quoi. Et après, Ouais. quand tu as transformé ton corps, ça joue aussi sur ta confiance en toi, ça joue aussi sur énormément de choses. Ah, c'est vraiment hyper intéressant. Du coup, ce que tu dis, c'est que en fait, les gens, ils n'ont pas forcément conscience de tout ce que ça peut leur apporter, le fait d'avoir une nutrition qui soit optimisée, le fait de prendre soin d'eux, etc., sur le niveau de forme, sur comment ils vont se sentir, mais que ce qui les amène à se bouger et la douleur urgente, c'est vraiment en général la douleur physique, la douleur de la façon dont ils se regardent dans le miroir. Et du coup, toi, ton rôle en tant que coach, et peut-être moi aussi, du coup, ça va être de communiquer justement sur cette douleur qui est je me sens mal dans mon corps et je me trouve, entre guillemets, moche. Et pour derrière, au final, apporter une transformation beaucoup plus complète euh, autour de, bah oui, je me sens mieux parce que mon corps s'améliore, ma composition physique, elle s'améliore, mais derrière, il y a les bénéfices derrière les bénéfices qui sont ce que tu m'as cité, un niveau de forme global qui est bien meilleur, un niveau d'énergie qui est optimisé, tout ça. C'est à peu près ce que tu Ouais, c'est m'as... ça, parce que autrement, la douleur, elle est pas palpable. C'est la même raison pour laquelle tu as des gens qui continuent de fumer, alors que, enfin, on sait a priori que la clope va finir par te tuer à un moment donné, mais c'est pas palpable pour eux, parce que c'est dans le futur, en fait, c'est dans l'avenir. Donc, je conscientise pas. Si tu disais à quelqu'un, si tu fumes cette clope, tu vas mourir maintenant, bah, je peux te garantir que personne fumerait, quoi. Ouais. Donc, euh, donc c'est pour ça que le côté immédiat est assez important. Et puis après, tu vois, d'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne qui est une vidéo témoignage d'un client que j'avais coaché, qui est Mathieu. Et en fait, c'était un étudiant en psycho en plus, qui avait ce côté un peu, bah, les étudiants, ils ont tellement pris cher en fait là avec le confinement, etc. que voilà, au niveau psychologique, c'était vraiment dur pour lui, gros problème d'estime de lui-même, etc. Pour le coup, ça a été un hyper répondant au niveau du sport et tout, à partir du moment où on a remis les choses carrées au niveau de son hygiène de vie, de ce qu'il mangeait, de son sommeil, ce genre de choses. Donc il a pris, alors c'est pas un résultat typique, chacun est différent, mais en l'occurrence, lui, il a pris 8 kilos en 3 mois, et 8 kilos assez secs, quoi. Et après, il disait, ouais, c'est fou, je me sens beaucoup mieux au quotidien. Les gens, il dit, ah, mon rapport aux gens autour, je sens que les gens, même les filles, elles me regardent un peu différemment, etc. Mais c'est pas le fait qu'il ait changé son corps tant que ça qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est son estime de lui-même, le fait qu'il rayonnait beaucoup plus parce qu'il était sorti d'une phase un peu dépressive et ça l'a, je pense, beaucoup aidé de prendre soin de lui, en fait. Euh, donc voilà, ouais, c'est ça l'objectif au final. Et je pense que le rôle de coach, c'est
as un gros aspect psychologique quand même dans le rôle de coach. C'est pas seulement appliquer une méthode purement théorique, c'est aussi apporter ce point de vue extérieur et cet accompagnement psychologique. Ouais, tout à fait, ça m'intéresse. Euh, ouais, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, justement, toi, sur cette partie psychologique, comment est-ce que tu interviens? C'est-à-dire, C'est-à-dire, toi, sur la partie, justement, tu me dis que c'est un accompagnement qui est aussi psychologique. Toi, comment est-ce que tu aides les personnes que tu accompagnes à ce niveau-là? Et par rapport à ton expérience aujourd'hui professionnelle avec les personnes que tu as pu accompagner, qu'est-ce qui a pu faire une différence pour eux dans cet aspect psychologique? Je ne sais pas si ma question elle est très claire, mais ouais. euh, Bah ça, c'est un des gros axes que j'essaie de mettre en avant dans mon approche, c'est l'individualisation. C'est d'accord. qu'en fait, euh, si tu copies-colles à chaque fois une méthode à quelqu'un, et c'est vraiment ce que je reproche aux approches dogmatiques, et j'en ai fait partie, hein. J'ai suivi le régime paléo pendant très longtemps, et donc j'ai fait partie de ces dogmes autour du régime paléo. Le problème d'une approche dogmatique, c'est que tu pars du principe que ça marche pour toi, et du coup ça va marcher pour les autres. Et effectivement, c'est une façon très simpliste de changer ton alimentation, et la plupart du temps, c'est des approches qui marchent, parce que ça crée un déficit calorique. En fait, on va pas se mentir, il y a que ça qui va marcher de toute façon si tu veux perdre du gras. Mais, donc ça va créer ce déficit calorique, mais t'es pas obligé de faire ça. Et donc en fait, la meilleure approche, ça sera celle que tu pourras tenir sur le long terme et qui va t'apporter du plaisir. Hmm. Et pour moi, c'est la clé, et c'est ça l'intérêt du coaching, c'est l'individualisation, de dire, nous, en fait, dans la théorie, on sait ce qui marche. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est quel va être le régime et l'hygiène de vie qui va marcher pour toi. Et j'aime pas tant que ça le mot régime, c'est juste que ça parle aux gens et du coup, c'est le mot qui les fait tilter, mais c'est plus, voilà, créer un style de vie en fait, créer une diète. Faut que, si tu te dis, OK, cette diète-là, je serais incapable de la suivre sur le long terme, bah, c'est pas bon en fait, c'est que tu vas dans Hmm. le mur. Hmm. Faut que tu prennes du plaisir. Hmm. Ok, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore quand même beaucoup de freins, en tout cas en France, pour le coaching, pour se faire coacher. C'est pas encore hyper démocratisé. Et il Mhm. y a beaucoup de personnes qui sont dans le je sais, parce qu'en fait, il y a énormément d'informations sur Internet. On trouve quasiment tout en lien avec la nutrition, en lien avec, bah, en fait, si tu veux apprendre quelque chose, tu peux l'apprendre. Mais du coup, il y a une énorme différence entre le fait il y a l'information, mais derrière, comment est-ce que moi je l'intègre et comment est-ce que je fais en sorte que ça s'intègre à mon mode de vie, à mon quotidien et que ça fonctionne sur moi, justement. Et ouais, je pense que, comme ce que tu viens de pointer du doigt, un des intérêts du coaching, ça va être notamment ça, l'individualisation. Euh, et ouais, je partage ton avis sur ce sujet. Euh, une autre question, du coup, Ça, que bah, je... excuse-moi, un des red flags pour rebondir là-dessus que je peux avoir avec un client par exemple, c'est si on implémente quelque chose et que lui va me dire, OK, j'y prends aucun plaisir, quelle alternative on pourrait avoir plus pour le long terme derrière? Dans ces cas-là, moi c'est OK, bah en fait on va juste arrêter tout de suite Ouais. parce que le but c'est que tu puisses le tenir justement derrière, quoi, tu vois, on n'est pas dans de l'intervention. Bien sûr qu'une perte de poids, c'est une intervention qui va être limitée dans le temps, mais mais voilà, il faut qu'elle soit tenable, quoi, tu vois, sur du long terme et qu'ils prennent du plaisir. Ok, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Et si tu devais décrire, toi, d'après ton expérience avec ton accompagnement, c'est quoi les grandes étapes pour une personne qui part de zéro, qui a envie de perdre du poids, justement, de se sentir mieux dans son corps, d'avoir plus d'énergie? Euh, Ce serait quoi les grandes étapes, en fait, pour pouvoir arriver à ces résultats, justement? Euh, je suis pas forcément l'avocat de dire ah il faut absolument que tu comptes toutes tes calories etc. parce que là aussi ça dépend en fonction des profils de chacun. Par contre je pense que c'est important d'avoir des notions de base quand même de nutrition et de Ouais. comprendre les bases de la nutrition, de comprendre ce que tu mets dans ton assiette, de comprendre les répercussions de ce que tu mets des choix alimentaires que tu fais. Que ce soit en termes du coup de calories, de nutriments, et surtout comprendre, une fois que tu as compris ces bases-là, savoir définir là où tu veux aller et définir du coup quels vont être les choix plus ou moins judicieux en fonction de là où tu veux aller. D'accord. Et après, le reste, c'est autour de ça. Parmi ces aliments qui sont judicieux pour ma stratégie alimentaire, parmi ces activités sportives qui sont judicieuses pour peut-être me mettre un peu plus en forme physique, quelles sont celles dans lesquelles je prends du plaisir, en sachant que ça ne sera pas immédiat.
j'ai plein de clients, tu vois, qui sont jamais allés à la salle de leur vie et ensuite ils mettent les pieds dans la salle parce qu'ils commencent à bosser avec moi et on essaye. Et en fait, les premières séances, ils aiment pas forcément, mais après, ils commencent à voir leur progression et c'est vite addictif. Ils voient que leur technique s'améliore, etc. Ça devient vraiment leur milieu un petit peu à eux. Ils commencent à aimer l'endroit, le lieu. Et après, ça s'inscrit sur du long terme. Donc, je pense qu'il faut savoir aussi se faire violence sur, dans tous les cas, il faut réaliser que la réalité A qui fait que tu es à ton point A aujourd'hui, ça ne peut pas être la même que la réalité B qui t'amène à ton point B. Si tu veux arriver à ton point B, il faut que tu changes ta réalité, il faut forcément qu'il y a des façons de voir les choses qui vont devoir changer, il y a beaucoup d'idées préconçues dont tu vas devoir te séparer. Et donc, identifier tout ça et avoir ce plan d'action, je pense que c'est très important. Ok, ouais, carrément. Je vois ce que tu veux dire et ouais, c'est vraiment super intéressant. Euh, parmi les freins, les freins à la perte de poids, il y a plein de choses. Il y a notamment le fait de souffrir de la faim. Les gens, ils ont peur d'avoir faim. Les gens, ils ont peur que ça leur prenne du temps à cuisiner. Ils ont peur. De quoi est-ce qu'ils ont peur? De se Euh, restreindre et de ne pas prendre de plaisir dans leur alimentation. Ouais, il y a ça. Il y a aussi le fait de ne pas pouvoir profiter de sorties entre amis, ce genre de choses. Et ça m'intéresse, tu vois, de savoir si tu pouvais nous donner une ou deux clés sur, par exemple, la faim, tu vois. Est-ce qu'il est possible, en fait, concrètement, de perdre du poids sans avoir faim, sans souffrir de la faim? Ouais, clairement. Je dirais même que j'en ai presque fait entre guillemets, ma signature parce que moi, ça a été mon plus gros obstacle, en fait, le fait d'avoir juste un appétit illimité et de pas savoir le gérer. Et récemment, j'avais fait sans vouloir faire absolument l'autopromo quoi, mais justement, dernièrement, j'avais sorti un programme qui était centré justement là-dessus, tu vois, sur le fait de hacker sa santé, enfin, son alimentation, son programme alimentaire pour ne jamais avoir faim, vraiment avoir tout le temps cette sensation de ventre rempli qui est quand même, je trouve, assez satisfaisante. Et avant tout aussi prendre du plaisir dans ton alimentation. Le truc, c'est que si tu n'as pas faim, tu vas être moins tenté de faire des mauvais choix alimentaires. Parce que, bah, imaginons, tu dis, ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu une part de cheesecake, ça me manque trop, j'aimerais trop prendre une part de cheesecake. Si t'as pas faim, parce que Mhm. tu viens de te faire une énorme salade, Mhm. il y a beaucoup moins de chances que tu craques pour cette part de cheesecake. Mhm. Toujours est-il que psychologiquement, c'est compliqué de te dire j'aurai plus jamais de part de cheesecake ou alors je vais pas l'avoir pendant toute une période, etc. Et ça, c'est compliqué. Du coup, juste adresser l'appétit et la faim, c'est pas suffisant. Pour moi, il faut aussi adresser la partie plaisir, etc. Donc, pour moi, les deux clés, c'est maîtriser le volume alimentaire de manière à vraiment être satisfait en termes de volume de ton alimentation, apprendre vraiment à perdre du poids en mangeant plus, ça c'est important, et de l'autre côté, réussir à trouver des alternatives aux choses qui te font vraiment envie, qui t'apportent vraiment du plaisir. Mhm. Là, tu vois, je te dis, je suis on disait en off un peu tout à l'heure que je suis dans une sèche très agressive où je tourne à 1400-1500 calories par jour alors que je m'entraîne 2 fois par semaine en Muay Thai parce que là, je suis en Thaïlande et 4 fois par semaine en musculation. Donc, je suis quand même très actif. C'est très peu, mais tu vois, là, ce midi, je viens de m'enfiler un triple pancake en étage avec ricotta, pâte à tartiner, des fraises, ce genre de choses. Enfin, un truc qui fait ultra gourmand et que je pense que la majorité des gens pensent que tu peux pas inclure dans ta diète. Mais en fait, avec quelques stratégies, tu peux. Ok, génial. Ouais, c'est super intéressant. C'est super intéressant ce que tu dis. Et juste peut-être pour une personne qui vraiment est un peu perdue sur les notions de base, tu m'as parlé de volume alimentaire. Est-ce que tu peux préciser un petit peu les bases justement de qu'est-ce que le volume alimentaire et en quoi ça va aider justement? Ouais, bah, le concept, en fait, c'est simple. C'est le mécanisme premier qui va te faire ressentir la satiété, et le fait de vraiment plus avoir faim, c'est pas le nombre de calories que tu manges, c'est pas le nombre de la quantité de protéines, de graisses et de glucides. Ce qui va compter en premier lieu, vraiment le facteur premier dans la science et dans la recherche, c'est à quel point c'est des capteurs que tu as d'extenseur de ton système digestif. Donc en fait, quand tu as vraiment l'estomac plein et que tu as du volume dans le ventre, dans l'estomac, parce que tu avais à la base du volume dans l'assiette, eh ben, ton cerveau va capter, OK, il y a du volume dans le ventre, donc j'ai plus faim. Et ça va couper l'appétit et la satiété. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, tu peux le faire sans forcément exploser les calories. Euh, c'est ce que permettent notamment les fibres, qui sont en fait du coup quelque part des nutriments que
qui sont essentiels pour ton microbiome, etc., qui sont gérés par tout le microbiote qui est dans ton système digestif, toutes les petites bêtes qui sont dans ton système digestif, avec lequel tu as un peu un pacte, on va dire, où tu les abrites et en échange, eux, ils vont déconstruire des nutriments pour toi. Eux, ils vont se nourrir des fibres, mais c'est pas des calories palpables pour toi. Ça veut dire que c'est pas directement des calories que toi, tu vas, qui vont te faire prendre ou perdre du poids. Mais c'est vraiment du volume qu'il y a dans l'assiette. Donc, optimiser ton apport en fibres avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de. Tu vois, le volume alimentaire, à résumer tout simplement, c'est très facile de prendre 500 calories de purée de beurre de cacahuète, par exemple, 500 calories de brocoli, bonne chance. Ouais, d'accord. Et en fait, une fois que tu as compris ça, c'est avoir une stratégie autour de ça pour créer un maximum de volume dans ton assiette et pas être frustré et optimiser ta satiété, quoi. Ok, génial, super. Ouais. Je pense que c'était bien explicite et que je pense que les personnes vont comprendre maintenant. Ok, génial. Donc ça, c'est pour la partie volume alimentaire. Et l'autre question du coup qui me vient, c'est comment concrètement, bah, tu vois, tu m'as parlé de pancakes, tu m'as parlé de faire des trucs vraiment bons et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah non, si je veux perdre du poids et tout ça, je vais devoir supprimer le sucre, je vais devoir supprimer les trucs que j'aime et tout ça. Euh, Bah, concrètement, c'est quoi le secret justement pour pouvoir avoir des aliments qui sont bons, qu'on se fasse plaisir et qu'en fait, ça puisse rentrer dans notre mode de vie, dans notre stratégie nutritionnelle. Ah, il y a pas mal de choses. La première, c'est par exemple un truc tout bête. Le fruit le plus rassasiant au monde, vraiment, c'est la fraise. Ouais, Parce que la fraise, c'est ultra chargé de fibres, ça a très peu de calories. Et va me dire que la fraise n'est pas sucrée. Tu la mets en bouche, c'est une explosion de sucre dans ta bouche. Mais en termes de calories, de fibres, etc., c'est très faible. Et donc, quelque part, mes pancakes, s'il y a 200 grammes de fraises, typiquement, un petit hack d'ailleurs, c'est de prendre des fraises surgelées. Tu ouais. les laisses décongeler. Déjà, ça te revient beaucoup moins cher. Et en plus, ça J'en leur mange, donne un j'en peu ce mange tous côté les un peu matins. sirupeux. J'ai la même stratégie Pardon? que toi, j'ai la même stratégie que toi je consomme au moins 2 ou 3 paquets de fruits rouges congelés toutes les 2 semaines, donc c'est tous les matins pour moi. Parfait. Et en fait, tu vois, quand ils ont été décongelés, ça a un peu cassé les fibres et tout, ça leur donne ce côté un peu moelleux, un peu sirupeux, très sucré. Et bah, une fois que tu as 200 grammes de fraises décongelées sur ton pancake, que ton pancake soit sucré ou pas, clairement, ça fait pas de différence en fait. Donc déjà, tu as économisé ça, parce que le problème du sucre, c'est que c'est du glucide à l'état pur. Euh, c'est pas le poison qu'on lui attribue, le sucre, mais c'est un fait que l'indice de satiété du sucre est juste de zéro. Ça veut dire que tu prennes pas de sucre ou 10 grammes de sucre ou 100 grammes de sucre, a priori, en termes de satiété, il n'y aura pas de différence. D'accord. Par contre, il y aura 400 calories de différence entre 100 grammes de sucre et 0 grammes de sucre. Ok, Et ça génial. fait une grosse différence. Génial. Et ça me permet de rebondir sur un sujet parfois sensible, enfin même souvent sensible dans l'opinion commune, c'est les alternatives au sucre. Oui. Est-ce que Bah, tu pourrais nous en typiquement, parler? bah ouais, je suis un gros utilisateur. Pendant très longtemps, j'ai fait partie des personnes qui disaient ah non, que du naturel, pas d'édulcorant, je vais attraper un cancer, ce genre de choses. Sauf qu'à un moment donné, si tu es méthodique un minimum et que tu restes aligné avec le fait que tu te bases aussi sur les connaissances, les données qu'on a, etc. Que dit la science? Aujourd'hui, il y a Ouais, c'est ça. Mm. Aujourd'hui, sur les édulcorants, donc édulcorants, c'est grosso modo des aliments qui vont qui ont un certain pouvoir sucrant dans la bouche, mais qui ne contiennent pas ou très très peu de calories, beaucoup moins que le sucre. Parmi eux, tu as les édulcorants dits naturels, qui sont souvent les polyols, les sucres d'alcool, comme le xylitol, l'érythritol, le maltitol et beaucoup de sucres en ol. Tous ces produits-là, c'est en général très faible en calories ou alors exempt total de calories et, euh, et ça a un pouvoir sucrant. Donc ça, c'est intéressant. Et après, tu as ceux qui ont encore plus mauvaise presse, c'est les édulcorants de synthèse. Tout ce qui va être aspartame, sucralose, acésulfame-K. Euh, Il y a un peu un hybride entre les deux qui va être la stéviole, donc dans la stevia, qui est vue comme la chose un petit peu saine parce que ça vient d'une plante et c'est naturel. Bon, moi, je trouve que dans la réalité des choses, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que la stevia c'est bon. Enfin, non, c'est pas vrai. La stevia, c'est pas bon. Ça a un arrière-goût métallique, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, si tu te fies vraiment à la recherche et aux données qu'on a, t'as pas une seule foutue étude sur les humains, et pourtant on en a beaucoup,
sur les humains qui montrent des effets négatifs aux édulcorants. Les seules études qui ont des conclusions mitigées en termes d'édulcorants, ce sont des études qui étaient sur des rongeurs, sur des souris, à des échelles d'utilisation où rapporté à l'être humain, c'est inhumain en fait de Mm. consommer cette quantité-là d'édulcorants. Ça veut dire que si tu veux avoir la même quantité d'édulcorants pour un être humain, il faudrait boire, je sais pas moi, 20 litres de soda édulcoré par jour. À cette quantité-là, même de l'eau, c'est malsain en fait. Et encore une fois, le problème, ça va être à chaque fois ce qui fait la toxicité de quelque chose, c'est la quantité. Ouais. Et donc, en fait, c'est tellement sucrant. Typiquement, le sucralose, c'est 600 fois plus sucrant que le sucre. Ouais. Donc, c'est même pas 1 gramme que tu mets dans ta préparation quand tu veux le sucrer. Ça va absolument rien te faire. Et même on a les données sur du très long terme, ça va absolument rien te faire de négatif. Et ça peut vraiment aider à gérer une diète sur du long terme parce que c'est quand même beaucoup de calories d'économiser. Et si tu as des problèmes de gestion d'appétit, bah, c'est un bon outil. Après, encore une fois, est-ce que je vais recommander des édulcorants à quelqu'un qui, à l'inverse, a du mal à prendre du poids et a des problèmes de ne pas avoir suffisamment d'appétit pour pallier à sa prise de masse? Ah non, clairement, là, utilise du sucre. Vas-y, pépère, hein, du sirop d'érable, du miel, ce genre de choses, des choses qui contiennent des calories. Et ça serait débile de passer par des édulcorants. Là, ça n'a pas de sens. Ouais, oui, il faut remettre les choses dans son contexte dans le sens où tout est une question d'objectif et tout C'est est une ça. question de qu'est-ce que la personne veut, tout simplement. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu nous as dit. Et moi aussi, je suis un assez gros consommateur d'édulcorants parce que je pense qu'on a été plus ou moins formés au même endroit et qu'on s'est renseigné justement sur ce que disait la science concrètement aujourd'hui et sur les faits et qu'au final, la toxicité, tout est une question de dosage, ce que tu disais, c'est que même l'eau, en fait, a un seuil de toxicité. Et si on prenait, je ne sais plus c'est quoi le seuil de toxicité de l'eau, Clairement. c'est 7 litres, je crois, un truc comme ça. Si tu bois 7 Ça litres d'eau, dépend de plein de facteurs en fonction aussi du sel que tu as dans le corps et de ce genre de choses. Mais en gros, oui, si tu prends trop d'eau, tu fais ce qu'on appelle une hyponatrémie. Ça veut dire qu'en fait, tu te vides de tout le sel qu'il y a dans ton corps et bah, tu meurs. voilà. Voilà. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Tu fais un malaise et tu meurs. Et en plus, venant de la communauté paléo, Dieu sait que j'ai vraiment, pour moi, les édulcorants, c'était le diable. Sauf que quand je me suis juste posé en mode, OK, je vais essayer de distinguer le vrai du faux, je vais regarder les études, les recherches, etc. J'ai commencé même à voir un peu ce que disaient des gens qui, selon moi, étaient même dans la quantité de ce que moi je croyais sur le fait sur le côté un peu plus bah, dans tous les cas, quand ce discours, tu sais, de l'alimentation non transformée, mais que j'écoutais dans le cadre même de mes dogmes du paléo, tu vois. Et même ces gens-là, en fait, ils disaient, bah, factuellement, dans la recherche, c'est sans danger, quoi. Mm. Donc, à un moment donné, c'est bête, mais une personne en état d'obésité qui a l'habitude de boire peut-être 2, 3 litres, et c'est pas déconnant pour certaines personnes, de soda par jour, remplace ça par des boissons édulcorées, donc 0 calories. Et en fait, bah, tu n'as pas besoin de faire d'autres changements dans ton alimentation. Tu vas fondre, quoi. Tu vas perdre du poids ultra rapidement. Mm. Mm. Ok, génial, super. Merci beaucoup pour ton partage. Je pense vraiment que ça peut apporter sur un point de vue stratégique vraiment des clés à certaines personnes qui pourraient regarder cette vidéo. Et juste du coup, pour en finir avec cette question-là sur les édulcorants, si tu avais un édulcorant à conseiller pour une personne qui a tendance à manger beaucoup de sucre et qui a envie, je ne sais pas, juste de sucrer son yaourt, de sucrer son gâteau, de sucrer ses petits fruits rouges congelés, son fromage blanc, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, moi, j'ai 2 gros favoris. Le premier, ça va être pour le goût sucré. Pour le goût sucré, ça va être le sucralose, parce Ouais. que c'est le goût qui se rapproche le plus du sucre. Mhm. C'est un pouvoir sucrant qui est très fort. Tu peux acheter ça en poudre directement. Tu mets ça dans tes préparations. Aussi sous forme t'as MyProtein qui fait ça, sous forme de Flav Drop, Ouais. qui sont du coup des arômes pour les goûts de ton choix. Ça, c'est à base de sucralose de mémoire. Et mon deuxième favori, ça va être l'érythritol, qui est beaucoup moins sucrant pour le coup, qui est 2 fois moins sucrant que le sucre, mais qui a un gros avantage, c'est qu'il a cette forme un peu granuleuse. Et Mhm. donc, pour certaines préparations, quand tu veux ce côté très satisfaisant des petits grains de sucre, etc., pour la texture, moi, pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai un diplôme de pâtissier aussi en France. Je suis passionné de gastronomie, donc c'est important pour moi. Et donc voilà, typiquement l'érythritol, ça va permettre de reproduire ce côté très satisfaisant du sucre au niveau de la texture aussi. Et, Mhm. et d'ailleurs, il y a une chose.
sur laquelle je veux revenir, qui est vachement importante quand on parlait des aliments qui ont mauvaise réputation, tout ce genre de choses. Tu as un biais humain, en fait, qui est de vouloir catégoriser un aliment comme bon ou mauvais. Exactement. Et ça, c'est un vrai combat, tu vois. C'est que, en fait, concrètement, il y a très peu de choses dans la nature qui sont juste mauvaises pour l'être humain, tu vois. Encore une fois, c'est quels sont tes objectifs et en fonction de tes objectifs, est-ce que cet aliment est judicieux ou pas? D'accord. Ouais, super intéressant. Super intéressant. Bah, écoute, merci vraiment Clément. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qu'il serait intéressant de rajouter ou un complément d'information? Euh, ouais, je voudrais apporter une précision quand même sur quand on veut changer son corps et ce genre de choses. Vraiment, mon discours, c'est pas de dire que t'as pas le droit d'être satisfait de ton corps maintenant. Enfin, je trouve que c'est ultra important d'apprendre à s'accepter soi et quelque part, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile de transformer son corps quand on l'accepte déjà comme il est maintenant. Parce que Hmm. quand tu l'acceptes comme il est maintenant, t'es pas dans l'obsession du résultat à tout prix et à court terme. Donc, tu vas viser plus sur le long terme et c'est là où tu peux avoir des résultats, etc. Donc, mon but, c'est pas de faire sentir que les gens se sentent mal et qu'ils se disent, ah, bah, je veux pas entretenir en fait ce standard du six-pack sur Instagram et il faut absolument que tu sois comme ça pour être heureux et pour être esthétique. Absolument pas. Mais de la même manière, il y a aussi un équilibre à faire où bah, si tu es en surpoids, en obésité et que tu es satisfait de ton corps, c'est génial. Mais d'un autre côté, il faut pas se leurrer sur le fait que c'est pas sain, hein. Ça reste une maladie, ça reste, tu vois, l'obésité, c'est une maladie, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences qui peuvent être graves pour ta santé sur le long terme. Euh, et donc, en fait, c'est pour les personnes qui veulent faire ce changement, je propose du coup des alternatives, de l'information et ce genre de choses. T'as pas forcément besoin d'avoir un six-pack pour avoir un corps esthétique et c'est pas à moi de juger de ça. Mais voilà, je pense que c'est important de le préciser. Euh, Tu es bien comme tu es et comme tu t'acceptes et c'est important de commencer par là. Mais en l'occurrence, si tu as envie de faire cette transformation, bah, il y a des outils qui existent et ça ne nécessite pas forcément de souffrir, quoi, tu vois. Ouais, carrément, vraiment. Merci pour cette précision. C'est précieux parce que bah, je rejoins vachement ton avis. Et en fait, ce que je remarque aussi, c'est qu'à partir du moment où on fait le travail sur une personne, de l'aider aussi à réaliser que son corps, il est déjà bien comme il est et qu'elle puisse apprendre à s'aimer comme elle est aujourd'hui, dans le moment, bah, elle peut aussi derrière se créer des objectifs qui soient plus authentiques, des objectifs santé, des objectifs de se sentir mieux justement dans son niveau d'énergie, etc. Et finalement, qui seront ben, des vrais objectifs pour elle qu'elle aura vraiment envie d'atteindre plutôt que d'avoir un corps plus beau, plus esthétique, qui peut-être finalement n'est pas vraiment ce que la personne souhaite au fond, mais plutôt juste de répondre à des règles ou à des trucs parce que la société dit qu'il faut être beau, parce que Instagram dit C'est ça, ça. parce que je me compare et du coup, je me sens pas assez. Et du coup, en fait, j'en souffre. Et du coup, si je reste là-dedans, bah, je vais continuer à souffrir tant que j'arriverai pas à arriver à ce niveau-là. Et on sait très bien que les niveaux qu'on voit sur Instagram et tout ça, bah, c'est parfois des niveaux on n'arrivera jamais à les atteindre, en fait, tout simplement, parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, parce qu'il y a de la génétique, parce que les gens, c'est aussi leur métier et ils font ça tout le temps et parce qu'il y a il y a des petits bonus en plus. Exactement, la fameuse vitamine S. Mais, euh, mais au-delà de ça, tu vois, c'est aussi important de préciser que le niveau que tu te fixes maintenant en disant quand j'aurai ce niveau-là, ce sera bien, en fait, ce niveau-là, il va changer au fur et à mesure que tu vas changer toi. Parce que tes exigences vont pas être les mêmes. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à déjà être satisfait de ton corps maintenant. Parce que c'est une quête qui va jamais finir. Aujourd'hui, parce que je vois venir les choses aussi. Je comprends la personne qui, par exemple, veut un peu se transformer, etc. Et va se dire, OK, d'accord, c'est facile de dire ça parce que toi, maintenant, tu as peut-être un corps qui te satisfait beaucoup plus, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que à l'époque où moi, c'était obsessionnel et je m'acceptais pas comme j'étais, c'est là où je galérais vraiment. Et en fait, quand j'ai commencé à me détacher de ça et à vraiment me concentrer sur d'autres aspects de ma vie, tout en maintenant une stratégie sur le long terme pour aller vers là où je voulais aller, bah, c'est Mm. là où, en fait, sans effort, la transformation s'est faite. Et la vérité, c'est que si je montrais mon corps d'aujourd'hui à mon moi d'il y a 7 ans, tu vois, je me dirais, ah, génial, tu vois, quand je serai là, je serai satisfait et nickel. Sauf que la vérité, c'est que non, j'ai encore envie de progresser. Après, c'est aussi parce que c'est une passion, etc. Mais j'ai encore envie de progresser. Mes standards aussi, ils ont clairement changé parce que
quand tu rentres aussi dans ce milieu-là, il y a aussi ce biais de, bah, voilà, toi, tu es dans le monde du fitness aussi. Quand tu es dans le monde du fitness, ton exigence par rapport à l'esthétique de ton propre corps est pas la même qu'une personne lambda, quoi, tu vois. Mm, mm, mm. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui suivent des personnes avec une shape, vraiment avec une forme, une bonne musculature, etc., des gens du fitness, bah, c'est souvent des hommes et pas des femmes en plus, tu vois, qui suivent d'autres hommes parce que c'est eux qui vont avoir le plus cette appréciation de ce corps-là que la vérité. Et même tu as des études là-dessus, tu vois, c'est que si tu le fais pour le regard extérieur, si tu le fais pour, par exemple, séduire des nanas ou ce genre de choses, bah, ça n'a pas de sens parce que si tu vas regarder sur Internet, je défie les personnes d'aller voir sur Internet toutes les expériences qui ont été faites sur quel est un corps esthétique selon les femmes, selon le sexe féminin. C'est très loin d'être l'idéal que toi, tu te fixes sur Mm. Instagram et que tu vois, etc. C'est beaucoup plus accessible que tu le penses. Donc, c'est vraiment pas un critère. Je pense qu'il faut vraiment une motivation intrinsèque avant tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et cette motivation intrinsèque, ça passe par, comme tu le disais, se reconnecter à ce qui est vraiment important pour toi, se reconnecter à tes valeurs, se reconnecter à déjà apprendre à aimer ce que tu as déjà et apprendre à aimer ta vie comme elle est pour pouvoir derrière avancer de manière authentique et avoir une nutrition, une stratégie santé qui soit au service de ce qui est important pour toi, au service de tes objectifs et de tes valeurs, plutôt que l'inverse. Et du coup, de se fixer des trucs qu'on n'arrivera jamais à atteindre et où, quand on l'aura atteint, bah, de toute façon, on sera toujours malheureux parce qu'on voudra atteindre quelque chose de supérieur. Et bah, du coup, au final, de jamais réussir à être plus heureux et à être mieux. Parce qu'au final, tout ce que les gens recherchent, c'est juste ça, c'est de se sentir mieux. C'est ça. Mais il y a une phrase que j'adore, qui en tout cas moi a fait un énorme déclic en moi il y a quelques années et qui m'a permis d'arrêter d'être dans l'obsession par rapport à ma transformation physique. C'était n'oublie pas que tes objectifs sont au service de ta vie et pas l'inverse. Ouais, C'est tout con, hein, exactement. mais ça fait une grosse différence. Ouais. Ça fait une énorme différence quand Mm, tu te souviens mm, de ça. mm, mm. Exactement. Et ça me fait penser aussi moi, à une autre phrase, enfin, un autre truc que j'avais vu. Attends, je te le partage parce que c'est intéressant. Euh, c'était euh, c'était ce que tu veux. euh, Ce que tu veux, ce que tu as. Et entre les deux, il y a quoi? Bah, en fait, du coup, il y a de la souffrance. Et en fait, quand tu restes focalisé sur je veux ça et je serai heureux quand j'aurai ça, bah, en fait, tu fais un contrat avec toi-même de dire ben, je souffrirai jusqu'à ce que je l'atteigne. Et sauf que ce moment-là où tu l'atteins, il est tellement infime qu'au moment où tu l'atteins, bah, tu vas vouloir te fixer autre chose et du coup, tu vas continuer à souffrir parce que tu seras jamais content en fait. Donc ouais, Ouais. Le pire qui peut arriver à ces gens-là, mais vraiment le pire qui peut arriver à ces gens-là, c'est d'atteindre leur objectif. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ils vont réaliser que c'était pas ça la réponse exactement. et que c'était pas ça qui allait les rendre plus heureux. Ouais, Exactement. clairement. Parfois, ils ont aussi besoin, je pense qu'on a tous aussi besoin parfois d'atteindre des choses qu'on ne voulait pas vraiment pour aussi se rendre compte parce que c'est toujours ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, on a du mal à réaliser en fait que derrière, bah, c'était peut-être pas ça, quoi. Je pense qu'on va pas forcément faire plus, étant donné qu'on a déjà pas mal de contenu, pas mal de matière, et puis je pense que les personnes vont apprendre pas mal de choses. Je te remercie vraiment, Clément, pour tous tes partages. C'est vraiment précieux. Et Ah, merci pour ton invitation. du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, principalement sur YouTube, Clément Desplats, Desplats, c'est mon nom de famille. Et sur Instagram, clément.desplat. Sur Instagram, c'est beaucoup plus pour suivre le quotidien, mes conneries un peu de tous les jours et ma vie un peu de nomade Ouais. aux quatre coins du monde. Et YouTube, je vais beaucoup plus parler de tout ça, de nutrition, de ce genre de choses, de choses plutôt scientifiques parfois, parfois plus de mon style de vie, mes stratégies alimentaires, ce genre de choses.
Donc voilà, c'est là où il y a mon principal contenu. Ok, génial, super. Bah, écoute, merci à toi Clément et au plaisir de partager à nouveau. Merci, Robin.